Jean-Claude Arnoux, professeur à l'université de Rouen, que je connais depuis très longtemps. 3 ans. Et qui va vous parler de Brantôme conteur. Et comme ça fait toujours... Je crois que j'aurais pas dû. Et comme ça fait toujours un peu chic, j'ai changé mon titre. Mais en ajoutant simplement 2 lettres et en le transformant... Non, mais non, Madeleine, ça fait 3 ans qu'on se connaît. Mais arrêtez, vous voyez bien qu'on est filmé. Donc, j'ai seulement... Commencez pas à chahuter, j'ai eu plus que 20 minutes. J'ai décidé de changer mon titre en ajoutant simplement 2 lettres par mesure d'économie et en parlant de Brantôme en conteur. Et je vais essayer de vous intéresser à ce qui généralement n'intéresse personne, c'est-à-dire les problématiques de la narration, en particulier de la narration brève à la Renaissance, au XVIe siècle plutôt qu'à la Renaissance. Quand je dis que ça n'intéresse personne, c'est uniquement pour me faire remarquer, parce qu'en réalité, ça intéresse beaucoup de gens. Mais enfin, je vais essayer de présenter les choses d'une manière qui puisse nous intéresser, même si nous ne sommes pas spécialement des littéraires ou spécialement, si j'ose dire, des spécialistes. On a l'habitude qu'on lui applique les qualifications de moraliste, de chroniqueur ou pourquoi pas de biographe. La qualité d'auteur, d'écrivain, historien de Brantôme ne fait aucun doute. Mais c'est sous un jour différent que je voudrais le considérer ici, en tentant de cerner le conteur qui écrit aussi en chacun de ces historiens-là. Cette appellation très vague de conteur est néanmoins pertinente pour le XVIe siècle, pour désigner les auteurs de narration brève, quelle qu'en soit la nature, très diverse naturellement, et quelle qu'en soit la période. Et mon intention n'est pas de célébrer le talent en particulier avec lequel Brantôme s'illustrerait dans je ne sais quel art de la narration, mais d'identifier dans son écriture un certain nombre de caractéristiques qui, sans en être nécessairement exclusives, sont davantage propres à ces conteurs qu'aux écrivains d'histoire. Les premiers traits paraîtront superficiels, mais vous ne tarderez pas à mesurer leur importance. Ils tiennent tous au fait que de ces fameux conteurs, Brantôme partage la posture. Le souci éditorial qu'il manifeste en particulier dans son testament est le fait de tout auteur. On peut même penser que c'est ce qui définit comme tel un homme qui se mêle d'écrire. Mais c'est aussi une préoccupation de conteur dont les récits ne sont pas faits pour demeurer lettre morte, mais pour advenir face à un public. Sans la lecture, sans l'écoute réelle ou fictive d'un auditoire manifeste, le récit bref, qui n'occupe alors aucune place dans le paysage des lettres, n'a pas lieu d'exister. Quand l'historien produit légitimement ses ouvrages, c'est dans la performance que le récit bref trouve sa valeur, au sein d'une petite société dont chaque membre se fait tour à tour conteur et écoutant, devisant et écoutant, ou en l'espèce, pour Brantôme, pour un lecteur unique dont l'attention est mobilisée à chaque instant par une forte interaction avec celui qui dit. La publication monumentale est bien du ressort de l'historien, mais le désir de communication est le propre du conteur, et il s'accomplira évidemment grâce à l'édition. Cette première donnée est en relation directe avec les suivantes. Une circonstance biographique dont on a déjà dit maintes fois combien elle est heureuse du point de vue littéraire, fait que Brantôme écrit en état de réclusion. S'il n'était pas estropié, il n'aurait sans doute pas donné le jour à ces copieux volumes, et si l'écriture a commencé quelque temps avant l'accident, c'est par son mal qu'il justifiera son œuvre, en la plaçant sous la funeste étoile blanche d'un cheval malheureux. C'était ma seconde de lyrisme. Or, cette figure est commune à la plupart des recueils narratifs du XVIe siècle. La retraite, plus ou moins volontaire, plus ou moins artificielle ou accidentelle,
n'est pas l'exclusivité des devisants bien connus de Boccace ou de Marguerite de Navarre, mais prélude quasi nécessairement à l'activité du conteur, serait-ce sous la forme atténuée du loisir, de l'otium, qui justifie qu'un homme de rang s'adonne à cette occupation simple au lieu d'entreprendre en lettré une grande œuvre. Que ce soit au sein d'un lieu de plaisance qu'on a l'habitude d'appeler locus amoenus, pour épater le galerie, dans le huis clos d'une maison bourgeoise, dans une litière ou, comme Brantôme, dans un lit de douleurs et tourments, ce retranchement du monde, du cadre quotidien, de l'état ordinaire, s'est imposé au fil du siècle comme une constante de la mise en scène d'eux-mêmes qu'opèrent les conteurs. Plus significative encore et plus spécifique est la curiosité narrative. C'est bien le moins qu'un narrateur n'éprouve ni des intérêts ni des plaisirs à ce qu'il raconte, mais cette gourmandise prend tout son sens en devenant explicite. L'appétit ne se manifeste pas seulement par les expressions de plaisir, dont Brantôme n'est pas avare, mais également par l'accumulation où se dessine la virtualité d'un recueil, que la brièveté des récits impose d'ailleurs comme une forme nécessaire à leur conservation et à leur transmission. L'historiographie, conçue comme un patchwork de micro-récits, fait se croiser le goût des humanistes pour la compilation et leur quête de totalité avec l'esthétique maniériste de la prolifération. Suivant une mécanique intellectuelle dont je vais reparler d'ici une vingtaine de minutes, une expansion sans fin prévisible vers d'autres récits à venir conduit à la production d'un discours interminable, d'une collection toujours ouverte. Je sais bien que j'entreprends un grand œuvre et que je n'aurais jamais fait si j'en voulais montrer la fin, car tout le papier de la Chambre de Paris n'en saurait comprendre par écrit la moitié de leurs histoires. Voilà 3 indications très nettes de la présence, chez l'historien Brantôme, d'un conteur de son temps. Le second trait est plus fondamental et spécifique des conteurs, autant par la nature du geste que par son contenu. Brantôme partage en effet une de leurs préoccupations majeures, la situation générique des récits. L'écrivain a à cœur de désigner ceci, et d'une manière moins confuse que ne le laisserait supposer la variété des étiquettes. Le Testament les présente comme des contes, histoires, discours et beaux mots. La préface de la 2e rédaction renchérit en s'aventurant sur la voie de l'intitulation. Recueil d'aucun discours, devis, contes, histoires, combats, actes, traits, gentillesses, mots, nouvelles, dits, faits, rodomontades et louanges. Laissons de côté les appellations de nature thématique, telles que combat, acte et fait, qui ne sont pas tout à fait. Cela est expliqué dans une note savante, mais il faut que je réserve des choses pour les notes, pour que ceux qui les lisent aient une récompense au mérite qu'ils auront eu de les lire. Si nous nous concentrons donc, en laissant de côté ces titres thématiques, sur ce qu'on appelle les titres rématiques, c'est-à-dire les titres qui expriment la forme de l'objet, nous voyons que Brantôme déploie l'essentiel de la palette narrative de son temps. Son recueil collecte en effet des formes très diverses, fondues dans le magma narratif et discursif qu'évoquent ces listes dans un vrac apparent, mais leur nom les rend clairement identifiables. Oui, les devis, à la manière de ceux joyeux de Despériers ou de ceux souvent plus graves de Marguerite, peuvent correspondre à la fois au passage dialogué que contient la narration et à la part du discours de Brantôme qui revêt un aspect dialogique. Les histoires sont des histoires, c'est-à-dire des épisodes de la grande histoire que représentent beaucoup de ces micro-récits. Les traits, les gentillesses, les mots, les beaux mots, les dits renvoient aux anecdotes de l'ordre de la facétie ou bien de l'apophthegme. 2 étiquettes nous éloignent apparemment du monde des conteurs, les rodomontades, mais elles sont définies ailleurs comme de gentilles rencontres et paroles, ce qui les rend identifiables
à une variante de la forme précédente, et les louanges que leur unité biographique et leur orientation épidictique permettent d'assimiler au vitae, aux vies, en tout cas VIES. En tout cas, les nouvelles, elles, sont du même genre que celles que comptent les devisants de Marguerite. Quant à discours et contes, enfin, ils embrassent probablement toutes les catégories précédentes, dans leur sens le plus courant au XVIe siècle. Le premier terme, discours, désigne à la fois chaque unité constituant le livre et sa matière discursive et narrative, et le second terme, conte, que Brantôme retiendra constamment et définitivement pour désigner ses récits, doit être compris comme le simple produit d'une narration. C'est la version moderne de l'ancien mot qu'on utilisait quelques décennies auparavant, le mot de narrer, N-A-2-R et accent aigu, les beaux narrés dont parlait par exemple Rabelais. Rien n'interdirait de constituer à partir de ces appellations, et en admettant tout de même qu'un récit donné peut relever de plusieurs catégories simultanément, des recueils distincts de telle ou telle forme. Par exemple, les mots qu'Anne de Bretagne répète innocemment à l'ambassadeur d'Espagne sans savoir que c'est une petite salauderie, sont une facétie caractérisée, qui est d'ailleurs un genre de cours absolument tout à fait courtisan. Tandis que le discours consacré à Mary Stuart trouverait tout à fait sa place dans un volume de la collection des histoires tragiques, au prix de quelques coupes pour les premiers tomes, ou dans son intégralité pour les derniers d'entre eux. Le quincailleur et ses ceintures de chasteté ne dépareraient pas chez Bonaventure des Perriers, ni le gentilhomme à l'aiguillette nouée parmi les contes du monde aventureux, par exemple. Il est en tout cas certain que Brantôme a une claire conscience de la diversité des formes qu'il pratique, et il me semble même qu'elles ne se confondent pas dans son esprit, et qu'il pense en genre, même si c'est de manière intuitive et empirique, comme tous ses contemporains d'ailleurs. Rien d'étonnant de la part d'un lecteur averti, dont la bibliothèque comprend, à côté d'une masse d'historiens, l'Heptaméron et les recueils de Straparole ou Sansovino, qui connaît les 100 nouvelles et les contes du monde aventureux dont je viens de parler, et qui est de surcroît tout à fait au fait de la modernité narrative de son temps, le discours bigarré, tel qu'il se présente dans les contes et discours de Trapel, de Noël Dufay, ou les Sérés de Guillaume Bouchet, toute cette quantité de livres que je vous invite à lire dès la sortie de cette salle, parce que ce sera sans doute une grande joie dans votre vie. Le rapprochement avec les conteurs du temps s'affermit encore, et vous comprenez à cette subtile paraphrase que j'aborde ainsi ma troisième et dernière partie. Oui. Le rapprochement avec les conteurs du temps s'affermit encore si l'on considère la matière des récits insérés dans ces discours. Mais vous avez vu, mes parties sont courtes. J'en suis seulement à 15 minutes. Oui. Je ne dis rien. Mais vous me regardez avec insistance. La coïncidence entre la pratique des contes, au sens où Brantôme emploie ce mot, et le croisement d'une thématique amoureuse et d'une tonalité marquée, souvent comique et parfois tragique, ne se vérifie que pour une partie, certes importante, des segments narratifs, mais constitue une première indication. Il n'est pas jusqu'aux efforts de sublimation par la moralisation qui ne rejoignent quelquefois la vocation didactique des conteurs, quel que soit le degré de sincérité que l'on accorde à ces prétentions. Mais plus convaincante est une autre de leurs caractéristiques, leur attache à la pratique orale et plus précisément conversationnelle. Les verbes compter et ouïr, ou leurs équivalents, souvent réunis, la soulignent d'une manière obsédante, malgré leur concurrence avec « j'ai connu »,« j'ai su » ou « j'ai vu ». On se souvient aussi que le second livre des Dames est présenté dans sa dédicace comme le produit de conversations avec le duc d'Alençon. D'autant que vous m'avez fait cet honneur, souvent à la cour, de causer avec moi fort privément de plusieurs bons mots et contes qui vous sont si familiers et assidus qu'on dirait qu'ils vous naissent à vue d'œil dans la bouche. Tant vous avez l'esprit grand, prompt et subtil. Et le dire de même est très beau. Je me suis mis à composer ces discours tels quels et au mieux que j'ai pu. Contre le monde figé des savants,
comme les historiens, dont la prose studieuse doit s'attacher à l'ordre et à la vérité. La cour est le lieu où se déploie l'esprit élégant et spontané, libéré des conventions et des jugements. Bref, l'esprit de galanterie, qui s'autorise à rapporter ses contes de toutes sortes. C'est le sens de tel quel. Socialement, moralement, esthétiquement, stylistiquement, Brantôme s'inscrit dans l'univers commun au compteur du temps, celui des paroles dégelées. Et cela vaut tout aussi bien pour les discours sérieux qu'il évoque ensuite, eux aussi ponctués par des récits d'origine orale et empreints de décontraction élégante, cette sprezzatura dont parlait tout à l'heure Pascal Briouat. S'il fallait en apporter une preuve décisive, ce serait la réoralisation de récits puisés chez des auteurs identifiables, tels que Boccace, Rabelais, Marguerite, Boaistuau, Bouchet, Béroald de Verville, comme si le passage des récits à l'écrit exigeait une réactivation périodique de leur oralité. Par ailleurs, la production des récits obéit à un mécanisme remarquable. L'historien Brantôme adopte 2 arrangements pour composer ses discours. Pour le second recueil des Dames, il suit une thématique qui n'est pas sans évoquer les journées de l'Heptaméron, mais plus généralement, il obéit au modèle des vies, répondant à un double principe hiérarchique et chronologique. Une part des récits développés par le conteur s'inscrit dans cet ordre dominant, tandis qu'une autre a une fréquence variable selon les discours, et les moments de ces discours viennent le perturber. Mais dans l'un et l'autre cas, le motif de leur irruption est la similitude avec le propos qui précède, signalé par des expressions du type « de même »,« un autre ». Cet effet de pertinence, fondé sur une similitude, est stimulé par la force de l'imagination et de la mémoire. J'ai fait ce petit incident possible, plus long qu'il ne fallait, et me pourra l'on reprendre. Mais je répondrai que je l'ai fait et mis ainsi qu'il m'est venu en fantaisie et en souvenance, qu'il est ainsi assez bien à propos et que je le pourrais oublier, me semblant être une chose assez remarquable. Cette imagination, c'est le sens du mot fantaisie alors, cette imagination incontrôlable devient cependant, si le courtisan conteur y adhère, le signe de sa liberté et de son plaisir. Suivant donc ma fantaisie, j'en dirai comme il me plaira. Ce processus d'association d'idées éloigne évidemment le conteur de l'historien en fragilisant la construction logique d'un discours qui, dit Brantôme, n'observe ordre ni demi. Discours fortement digressif et qui se satisfait de la parataxe ou du lien désinvolte, sur quoi il me souvient, pour enchaîner les récits piquants. Les digressions et les excuses qui les accompagnent témoignent de l'ouverture totale de la forme. La dispersion est toujours en vue et s'est embardée dans un mouvement cumulatif, génératrice d'images d'excès souvent originales par rapport aux écrivains de son temps, comme par exemple le cercle des cocus qui entourerait la terre en se tenant par la main, sont soulignés par l'expression « je n'aurais jamais fait si ». Elle exprime le vertige suscité par la multitude des récits possibles, perceptibles dans les prétéritions, les prolongements quasi irrépressibles du propos et les appels à la continuation par un autre à qui l'on quitte les armes et la plume. Au-delà du discours que l'on compose, d'innombrables autres livres sont encore possibles. L'instabilité organique du discours éloigne aussi le conteur de l'historien, car il rend très lâche le rapport à la vérité. Malgré de fréquentes allégations livresques et des protestations ponctuelles de véridicité, il fait toute leur place aux informations sans source ou aux sources anonymes, voire à la rumeur, nous rappelant encore une fois que la performance narrative prime sur la véracité des faits. J'ai ouï compter, je ne sais s'il est vrai, aussi ne veux-je affirmer.
Les différents aspects, et là on sent que la conclusion s'approche, les différents aspects que je viens de traiter ne sont pas passés inaperçus aux yeux des deux biographes ici présentes, qui sont en quelque sorte nos dames garantes. Ils ont... Oh, non, non, ça c'est... C'est une coquille, hein, je n'avais pas écrit... Et ces aspects ont également retenu l'attention de Robert Cottrell et d'Étienne Vaucheret, dans des termes d'ailleurs assez intéressants. J'ai été frappé au cours de ma petite réflexion par la parenté de Brantôme, par exemple, avec Bonaventure des Perriers, dont tant de choses l'éloignent par ailleurs. Mais pour ce qui concerne la conception des récits, le rôle du conteur et son rapport à la vérité. Et pourtant, l'approche narrative de ces œuvres, telle que je viens de la développer, je pense, n'a jamais été traitée systématiquement. C'est que s'y oppose l'évidence historienne de l'écriture de Brantôme, et spécifiquement l'obstacle que dresse la frontière moderne et anachronique entre narration historique et récit de fiction. Pourtant, au regard de ce que j'ai tenté de mettre en lumière, la posture du conteur, la situation générique de ces récits et leur mode de production, Brantôme pourrait bien être l'un de ces cas qui appellent une reconfiguration du champ littéraire, ou si cela paraît moins prétentieux, que l'on admettra au moins comme objet d'étude légitime pour les spécialistes de la narration brève, sphère dont il reste exclu à ce jour. C'est ce que je viens d'essayer de faire, un peu schématiquement, avec le succès que vous jugerez, car je fais fin à cette digression que j'ai plus étendue que je ne pensais. Mais comme disent les bons compagnons de table, un morceau ramène l'autre, aussi une parole m'a ramené l'autre, et sans y penser, enfin si j'avais un peu pensé, et sans y penser, du commencement, je me suis enfoncé dans cette besogne qui pourtant me semble n'avoir été mal à propos. Merci. Merci. Merci, madame, alors, vous êtes gentille. Il y a des questions. S'il y a des questions à propos. Non. Eh bien, donc. Oui, moi, merci d'avoir reparlé de cette présature, mais je crois vraiment que dans les divers papiers qu'on a entendus là, on a entendu aussi à propos du papier sur les duels, cette nécessité d'inventer un parler de cours et une façon de parler de la guerre, de l'amour, du duel, etc., de façon légère. Donc je me demandais si je pourrais revenir sur cette notion-là de légèreté. Oui. Oui, non, je préférais reprendre votre terme plus précis de sprezzatura, parce que il ne s'agit pas d'une légèreté, vous voyez, d'attitude, mais il s'agit véritablement d'une pose aristocratique, c'est-à-dire d'une attitude déterminée par la classe sociale à laquelle appartient Brantôme, et d'une quasiment, je dirais, d'un parti éthique. Hein. Je ne peux pas beaucoup m'aventurer sur ce thème, surtout devant qui vous savez, mais je crois que c'est une manière d'équilibrer, c'est une forme de prise de distance avec la réalité qui est une manière d'équilibrer la cruauté, la violence et de l'engagement dans les activités normales. La cour est un milieu très cruel,
la guerre est une activité extrêmement cruelle. On a vu tout à l'heure on a entendu tout à l'heure des considérations qui nous ont fait frémir, hein, et on a bien vu comment on tranchait dans le lard, hein, enfin le coup de Jarnac est une chose tout à fait intéressante. Enfin, oui. Donc je pense qu'il y a dans cette sprezzatura, il y a de cela. Il y a de cet équilibre par rapport à la violence, à cette violence qui est une violence tout à fait attachée à la classe et à la fonction de Brantôme, à la place de Brantôme dans la société. Et d'autre part, je crois qu'on aurait intérêt peut-être à se pencher sur davantage encore sur les lectures de Brantôme. Je regrette de ne pas avoir vérifié avant de partir, par exemple, si le courtisan figurait dans sa bibliothèque. Et je crois que non. Je ne sais pas si quelqu'un ici peut nous le confirmer. J'ai bien l'impression que le courtisan de Castiglione ne figure pas dans la bibliothèque de Brantôme. J'ai l'impression que Brantôme a été éduqué à des mœurs du milieu du siècle, de la deuxième moitié du siècle, qui ne sont plus tout à fait les mœurs courtisanes du temps d'Henri II. Ou du temps de... Il y a quelque chose qui a changé profondément dans cette noblesse-là. Alors, le fait de prendre goût, de s'adonner à ces petits récits d'un air comme ça, avec un très grand détachement, une très grande légèreté, eh bien, c'est une manière, en quelque sorte, de... D'ailleurs, Brantôme le dit lui-même, hein, c'est une manière de revivre la vie de cour, aussi. Hein. Il le dit expressément, lorsqu'il présente certains de ses récits. C'est la raison pour laquelle il écrit. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu, mais enfin... Bien. Encore une question ? On va peut-être parler plutôt de choses sérieuses. Hein.